quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Ah Eve, cette musique, elle nous donne envie de voyager. Vous allez bientôt voyager. Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous allez en Irak? On va parler des Juifs irakiens aujourd'hui. J'aimerais bien, mais je pense pas que j'en ressortirai vivante. Donc Alors, c'est pas encore une destination de vacances. Ça ne saurait tarder. De toute façon, quand les Israéliens et les Palestiniens feront la paix, il y aura la paix dans le monde entier. C'est ce que tout le monde nous dit. Obama a été le premier à le dire. On ira visiter l'Irak et l'Iran. Voilà, exactement. L'Iran, on a plus de chance, à vrai dire. C'est pas faux. Voilà. Alors, on va parler effectivement des Juifs d'Irak qui, au lendemain de la création de l'État d'Israël en 1948, ont aussi vécu des situations extrêmement difficiles. Là où ils s'étaient toujours sentis irakiens, ils ne sont plus devenus que juifs. Et la communauté juive irakienne, qui comptait 135 000 personnes, dont la moitié à Bagdad, a dû pour l'essentiel quitter l'Irak, direction Israël. Exactement, ils vivent ce qu'on appelle le Faroud. Le Faroud, ce serait l'équivalent d'un pogrom. Cette fois-ci, c'est un pogrom en arabe, où en quelques jours, juste après la création de l'État d'Israël, de nombreuses personnes sont tuées dans les rues, des synagogues sont brûlées. Enfin bon, on connaît, c'est pas la première fois que ça arrive au peuple juif. Et malheureusement, ça se déroule à nouveau. Mais il y a un côté positif, puisque quand cette population se doit de quitter l'Irak... Pardon, il faut rappeler simplement qu'à chaque fois, ça se passe au lendemain de l'annonce du plan de partage de la Palestine par l'ONU. Donc, et que au lendemain les populations du plan de partage, se scindent. Les populations, donc, il y a des pogroms. Et surtout, après, en Irak en particulier, après la création de l'État d'Israël, il y a une loi qui passe au Parlement qui démet toute la population juive de sa nationalité irakienne. Ils vont devenir apatrides. Donc, en étant apatrides, ils doivent trouver un nouvel endroit. Et comme je vous le disais dans une autre émission, la personne qui a très bien parlé de ce sujet, c'est le très célèbre historien Sir Martin Gilbert, anglais, qui a écrit un livre qui s'appelle In Ishmael's House, dans la maison d'Ishmael, où il raconte l'histoire des Juifs dans les pays sous le joug de l'islam. Il fait une rétrospective depuis la création de l'islam jusqu'à nos jours. Voilà. Ok, alors donc on a dit que à partir du 27 novembre 1947, ça se corse pour les Juifs irakiens en Irak, que les populations locales prennent fait et cause pour les Arabes de Palestine, et que lorsque la guerre d'indépendance va éclater, l'Irak va prendre je vous arrête part tout à de la suite, guerre. Je m'excuse. C'est pas pour les Arabes de Palestine, parce que surtout en 1947, c'est surtout les pays avoisinants qui attaquent Israël. Oui, mais ils vont se rebeller contre ce plan de partage de l'ONU et ils vont être solidaires des Arabes de Palestine. C'est ce que je voulais dire. Ils vont être solidaires des Arabes de Palestine, bien que, en étant la Jordanie, par exemple, qui va prendre la Transjordanie, elle ne va pas le transformer en Palestine, elle va l'annexer. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont prendre fait et cause pour leurs frères arabes, palestiniens de Palestine. Voilà, et que donc les Juifs vont être regardés par les ennemis dans leur pays. Et les Juifs de Palestine de l'époque vont être considérés comme... Il n'y a pas d'État d'Israël jusqu'à ce moment-là. Il n'y a pas d'État d'Israël, j'ai dit la Palestine. Et l'Irak va prendre part à cette guerre et va être d'ailleurs le seul pays arabe qui va refuser de signer l'accord de cessez-le-feu et de dépôt des armes. C'est dire s'ils étaient impliqués, les Irakiens. Alors, oui, parce qu'en 1948, quand on a la guerre d'indépendance, on a des divisions armées qui viennent de tout le monde arabe, qui viennent du Yémen, qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent d'Irak et qui viennent pour aider les Palestiniens. Le mouvement sioniste va devenir illégal à ce moment en Irak. Le juif qui va vouloir monter en Israël va encourir la peine de mort. On va imposer aux juifs irakiens plusieurs interdictions, comme l'interdiction de circuler d'une ville à l'autre à l'intérieur du pays, l'interdiction d'aller à l'école, l'interdiction de se faire soigner, etc. C'est sympa, etc. Voilà. Ça va devenir un enfer pour ces juifs en Irak qui vont chercher des moyens de s'enfuir. Alors l'État d'Israël, à nouveau, le très jeune État d'Israël va essayer de tout faire pour sauver ces juifs, et c'est ainsi qu'ils vont organiser une opération de sauvetage. Voilà, une évacuation terrienne secrète qui s'annonce longue et dangereuse, mais qui va permettre, entre décembre 49 et février 50, les premiers, à quelques 3000, ce qui me semble peu, je regarde mes fiches. 110 000, non ? Ouais, alors peut-être qu'il y a eu plusieurs étapes. Bon, on va y revenir, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent, voilà.
L'opération va s'appeler Ezra et Néhémia. Voilà. Alors pourquoi Ezra et Néhémia? Parce qu'il y a 2 livres dans le Tanakh, dans la Bible, qui s'appellent le livre d'Ezra et le livre de Néhémia. Ezra et Néhémia étaient 2 leaders de la communauté juive de Babylonie, de Babel, qui eux vont rentrer au moment de la construction du second temple. Donc il va y avoir un retour, ce qu'on appelle en hébreu Shivat Sion, le retour à Sion, pas le retour à Sion qu'on connaît du sionisme au XXe siècle, mais le retour à Sion bien avant. Et c'est eux qui vont être les leaders de ce retour. Et comme ils venaient de Babylonie, l'Irak d'aujourd'hui, eh bien, on va appeler cette opération l'opération Ezra et Néhémia. Voilà, alors je reviens sur ce que j'ai dit. Effectivement, il n'y a eu que 3000 juifs irakiens qui sont venus en Israël entre décembre 49 et 1950. Mais par contre, entre 50 et 52, avec cette opération, plus de 110 000 juifs irakiens vont émigrer en Israël. Ils vont d'abord passer par Chypre avant d'arriver en Israël. Alors là, c'est le moment que j'attendais depuis le début de l'émission. Quand ils arrivent en Israël, qu'est-ce qu'ils apportent avec eux? Elle va parler de nourriture. Alors, ils vont apporter le sabir. Vous savez pourquoi un sabir s'appelle un sabir? Le Non. sabir, c'est un sandwich, c'est une pita. Ah, je n'existe plus. C'est une pita dans laquelle on a un œuf, on a de la salade, on a des aubergines frites. Alors, ça s'appelle sabir parce qu'en fait, ce sont les premières lettres. C'est un anagramme de ce qu'il y a dans le sandwich. Alors, c'est samer comme salade, bet comme beitza, comme l'œuf qu'on retrouve à l'intérieur, chet comme chatzilim. Voilà, donc le sabir, c'est un sandwich où on a tous ces... qu'on recommande. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande. Les juifs irakiens mangent le Shabbat matin en rentrant de la synagogue. Ils vont tôt à la synagogue et ils mangent ça ensuite. Alors, il y a aussi le koubé, parce que moi, si je suis partie, là, je pars. Alors, le koubé, on peut le manger sous différentes formes. On peut manger frit. Le koubé frit, donc on le voit souvent à des mariages. La soupe koubé, on a 2 soupes koubé. On a hamousta, qui est plutôt aigre, douce, aigre. Et on a selek. Selek, c'est avec des... comment on appelle ça? Des betteraves, voilà. Donc c'est très bon, c'est le koubé. Il y a beaucoup d'autres choses. Il est l'heure de manger. Voilà, on a faim. On va faim. On va terminer cette émission donc rapidement pour aller manger. On va quand même préciser que cette population juive irakienne, elle est extrêmement cultivée. Ça, c'est important de le dire. Qu'en 68, on n'avait plus que 2000 juifs qui vivaient en Irak et qu'aujourd'hui, il ne serait plus qu'une centaine. Et qu'ils habitent tous Bagdad. Et voilà, on va se retrouver la prochaine fois avec l'Alia marocaine. Eh ben, c'est bien, vive le Maroc. Le Maroc aussi apporte de très bonnes choses. De très bonnes choses à manger. À bientôt, Merci Liana. Des 4 coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara, Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.